Salam alaikum, Azul, bonsoir. C'est bien connu, et ce n'est pas une spécialité algérienne, que la politique est souvent synonyme de mensonge, de tromperie, de manipulation, de faux bons, de démagogie, d'opportunisme. C'est dans l'ordre des choses, depuis que les hommes ont désigné leur tout premier chef de tribu. C'est tellement avéré que ça en devient un truisme que de l'affirmer, que de le dire. Mais les situations sont un tant soit peu nuancées dans tous les États démocratiques ou qui se disent démocratiques, où les classes politiques tentent, malgré les travers que je viens de citer, de s'affirmer, de marquer leurs espaces politiques, d'être à la hauteur de leur discours, de leur propre discours, de convaincre l'opinion publique de la sincérité de leur engagement et de leur profession de foi, et surtout de tenter de gagner de nouvelles sympathies, voire de nouveaux militants. En peu de mots, dans ces pays démocratiques ou moyennement démocratiques, la classe politique est réellement une classe politique. Malgré ses travers, malgré son recours systématique au mensonge et à l'opportunisme tactique, malgré les coups bas et la concurrence déloyale. Mais c'est une classe politique parce qu'elle est une force réelle, capable d'impacter sur la marche des événements. C'est une classe politique parce que les éléments qui la composent représentent une partie plus ou moins importante de l'électorat. Ils sont une classe politique parce qu'ils ont une capacité plus ou moins grande de mobilisation de l'opinion publique. Ils sont une classe politique parce que leur engagement pour ou contre une dynamique du pouvoir peut influer sur le déroulement de celle-ci. Et enfin, ils sont une classe politique parce que malgré tout ce qu'on peut leur reprocher sur un plan moral et éthique, ils savent qu'il leur est impossible de se mettre au vert, de faire le dos rond, d'attendre d'où vient le vent. Ils savent que se revendiquer de la classe politique, ou plus encore de l'opposition, requiert un SMIG de visibilité, d'engagement, d'opinion. Et c'est précisément cela qui n'est vraiment pas le cas en Algérie, où, hormis de très rares exceptions, la presque totalité de cette nébuleuse qui s'auto-qualifie de société civile, de classe politique, ou encore plus fort, d'opposition, ne remplit aucune des exigences que requiert l'exercice politique. Le cas de cet avant-projet de constitution qui viole de façon outrancière l'une des revendications les plus fortes et les plus essentielles de la révolution du 22 février n'a suscité que de timides vaguelettes au sein de la pseudo-classe politique et encore moins au sein de la soi-disant opposition. C'est encore une fois le ni-ni, le mi-mi, le bâton par le milieu, de petits miaulements de protestation, quand ce ne sont pas des appels du pied au pouvoir pour tenter de se positionner, sans pour autant brûler tous ces navires, bien sûr, au cas où le vent des jours viendrait regonfler les voiles du Hirak. On n'est jamais trop prudent quand on fait de la politique de boutique. Finalement, et si nous pouvions un peu forcer le trait, nous n'avons pas que des façades d'institutions. Nous n'avons pas qu'une façade de président. Nous n'avons pas qu'une façade de presse et autres trompe-l'œil du genre. Nous avons aussi, malheureusement, et nous avons surtout, malheureusement, une façade de classe politique.
Sauf que, fort heureusement, les Algériens ont la chance d'avoir une vraie et décisive force, non pas d'opposition virtuelle, mais de contestation sur le terrain, incarnée par des millions de hirakistes et dont le cœur battant est au sein de ce peuple, de ce tsunami d'enthousiasme et d'amour qui attend la fin du confinement pour déferler sur ce champ de ruines qu'est la politique en Algérie. Classe politique entre attentisme et dérobade, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, nous avons invité quelques-uns de nos amis habituels qui ont l'habitude de participer avec nous à nos émissions pour nous donner leur point de vue, nous dire leurs sentiments sur, non seulement sur ce projet, cet avant-projet de constitution, mais aussi sur cet attentisme, sur ces dérobades de la société civile d'une manière générale, de la classe politique et de l'opposition en particulier. Et nous allons commencer par Mziane Mariane, coordinateur national du SNAPEST. Mziane Mariane, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Sahar Ramadan ou Sahar Ramadan de tout le monde. Sahar Ramadan, Mziane Mariane, merci d'être avec nous. Alors, d'abord, votre sentiment sur cet avant-projet, sur cette mouture d'avant-projet de constitution. Merci. Vous savez, une constitution, elle est censée protéger les droits et les libertés des citoyens contre les abus du pouvoir potentiel, des titulaires du pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Mais chez nous, tous ces pouvoirs sont centralisés. Il n'y a pas de séparation du pouvoir. Sont séparés, sont centralisés. Allô? Oui, on vous entend, on vous entend. Le son n'est pas très bon, mais on vous entend quand même. Donc, sont centralisés aux mains des décideurs. À partir du moment où ils sont centralisés aux mains des décideurs, et là, je vais toucher un point très important parce que ce qui doit intéresser la classe politique et la société civile, ce n'est pas les articles en eux-mêmes contenus dans la Constitution, mais c'est les lois organiques qui complètent le texte fondamental. C'est ces lois organiques qui déterminent réellement s'il y a une volonté d'émancipation et de liberté des citoyens. Malheureusement, comme je viens de dire, les pouvoirs ne sont pas séparés. Donc ceux qui sont censés protéger les lois protectrices des droits et des libertés des citoyens sont élaborés par les décideurs. Donc notre problème, le principe, il ne doit pas être la Constitution, mais beaucoup plus les lois organiques qui complètent cette Constitution. Malheureusement, comme je viens de dire, elles sont élaborées par des décideurs à un pouvoir centralisé. Je vous cite un exemple contenu dans cette Constitution et qui était aussi dans l'ancienne Constitution. Nul ne peut être arrêté ou poursuivi que dans les cas prévus par la loi. Donc, la Constitution prévoit, soi-disant, des libertés. Vous ne pouvez pas être arrêté. Mais ce qui est octroyé par un article de la Constitution, il est vite supprimé par la loi organique qui est promulguée et des lois scélérates qui vous musellent. Vous manifestez dans la rue, c'est votre droit de manifester, on vous arrête et le greffe retenu atteinte à l'unité nationale. Je citerai un article qui nous concerne, nous les syndicalistes. Le droit syndical et le droit des grèves sont reconnus et s'exercent dans le cadre de la loi. Mais en regardant de plus près la loi organique qui est promulguée par la suite, qui complète la Constitution, vous avez la loi 90-14 qui muselle carrément le monde du travail. Donc actuellement, on doit axer les efforts beaucoup plus sur ces lois organiques qui vont compléter cette Constitution au lieu de s'engouffrer dans le débat de ces lois. Là, c'est vraiment une erreur monumentale. Certains articles aussi de la Constitution
constitutions, elles sont élaborées beaucoup plus, soi-disant pour satisfaire les salons de l'Occident, en disant on a respecté les conventions ratifiées. Mais dans la réalité, point de pratique. Je vous cite un autre exemple, le droit de culte. Je vais voir l'article. Protection de l'exercice des cultes sans discrimination. Mais on a bien vu des églises fermées, et pourtant la Constitution le permet. Mais lorsqu'ils l'ont fermé en se basant sur une loi qu'ils ont prodiguée, qu'eux seuls peut-être interprètent à leur façon. Et des fois aussi, c'est le téléphone qui remplace l'exécution. Je vous cite un exemple aussi de la création de syndicats et d'associations. Il vous suffit de déposer une demande comme stipulé. Mais la loi organique qui va suivre cet article qui est contenu dans la Constitution, ils vont vous dire de constituer un dossier. Vous constituez un dossier, vous le déposez au sein du ministère du Travail, et la loi stipule qu'au bout de 30 jours, vous devez recevoir la réponse. Ils vont vous transmettre une réponse au bout de 30 jours. Mais la réponse, ce n'est pas positif, ils vont vous formuler des réserves. Et lorsqu'ils vont formuler des réserves, vous devez lever ces réserves. Vous levez ces réserves et il n'y a pas de loi une loi claire qui stipule la durée de la levée de ces réserves. Et lorsque des années après, vous demandez après votre récépissé d'enregistrement, on vous dira il est à l'étude parce qu'ils ont reçu un coup de fil d'en haut. Vous n'êtes pas dans le moule. Donc vous ne devez pas avoir votre agrément. Voilà le problème qui se pose. Donc je voudrais dire, m'intéresser beaucoup plus, on doit s'intéresser beaucoup plus aux lois organiques qui complètent la Constitution et non pas les articles en eux-mêmes. Donc toute la bataille de l'opposition, et nous-mêmes aussi, si on participe, c'est concernant ces lois organiques qui complètent et non pas la Constitution en elle-même. La Constitution... Mais M. Marianne, vous savez très bien, et vous et votre syndicat étaient au cœur du Hirak. Vous savez très bien que la principale revendication du Hirak, de ce magnifique, formidable mouvement citoyen, était un processus constituant. Ça veut dire dans une transition où l'ancien part doucement et progressivement, où le nouveau arrive doucement et progressivement. Entre les deux, le peuple avait demandé le droit de pouvoir élire lui-même une assemblée constituante et non pas désigner un comité d'experts qui pourrait donc élaborer cette constitution qui viendrait par la suite être soumise à l'approbation du peuple. Or, on est loin d'entre cette revendication à un processus constituant et ce à quoi nous sommes en train d'assister à un avant-projet de constitution concocté par un comité désigné par le pouvoir et dans même la feuille de route, ça veut dire les points qui devront être traités, sont définis par le même pouvoir. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que le rapport de force n'est pas assez puissant pour renverser l'équation. Les constitutions dans notre pays, depuis notre indépendance, ils ont été toutes en fait avec cette façon. En 63, celle qui est 65, qui après 76, 79 au Mondé et l'Akhéré. Pourquoi ? Parce que moi, je les schématise comme une chaîne avec laquelle vous enchaînez un prisonnier. Et dès qu'un maillon de cette chaîne se casse, où il y a une faille, vous le renforcez davantage. Et ce qui se passe actuellement avec Abdelaziz Bouteflika, il a bien tracé et bien assis un pouvoir présidentiel à vie. Mais le problème qui s'est posé, c'est le problème de sa succession. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de pondre un article qui stipule la création d'un vice-président pour éventuellement assurer la continuité en cas d'empêchement ou bien le futur président. C'est dans le schéma, c'est dans la genèse du système politique algérien. Mais ce qui a fait ça, parce qu'on n'a pas été au bout, il faut le dire, le rapport de force n'a pas été assez conséquent. Au moment où on s'attendait effectivement, même avec les promesses faites, à une constitution qui pourra restituer le pouvoir au peuple, on nous propose un régime hyper présidentiel. Ça,
c'est l'œuvre des décideurs. Placer un président avec un hyper pouvoir et être derrière le rideau pour gérer. Mais ça vient de là, c'est comme je viens de dire, c'est le rapport de force qui nous était défavorable. On n'a pas été jusqu'au bout d'imposer réellement le vœu et les espérances du Hirak. Alors, Ajouter aussi, je oui, termine, oui. la pandémie qui est venue et comme je dirais la responsabilité des citoyens qui ont arrêté, donc qui sont en train de profiter pendant la pandémie de porter atteinte aux libertés et en même temps de proposer le texte fondamental au débat impossible. Merci, Mziane Mariane. Au plaisir de vous retrouver. Nous ne faisons aujourd'hui que de courtes interventions. Avant de nous quitter, Mziane Mariane, petite question, je vous demanderai de me répondre très brièvement. Quelle est la position du SNAPEST au sujet de cette question? La position du SNAPEST au sein de la question, comme vous le savez, je vais être franc. Hier, on a reçu un appel de la présidence pour se présenter pour retirer la mouture. J'ai fait part de la décision à mes membres du bureau. Donc, on retire et on va décider de ce qu'on fera par la suite avec un débat très large. C'est très difficile de se rencontrer actuellement, mais on utilise la télé, on utilise la vidéo, le Skype, le Zoom pour se rencontrer. Et aussi la Confédération que je préside actuellement. On s'est rencontrés la dernière fois, il y a 2 jours de ça, par vidéovision. Donc on a débattu de cette question et on va installer aussi au sein de la Confédération. C'est-à-dire que, si je peux résumer, vous allez participer au débat général. Participer ou pas participer, la décision va revenir au Bureau national après consultation large de la base. Très bien. Merci, Mziane Mariane. Plaisir de vous retrouver. Alors, notre confrère Moussab Hammoudi, chercheur des droits de l'homme, que je vais inviter à chaque fois à commenter très brièvement l'intervention de chaque invité. Pardon, il y a une petite erreur. C'est le chercheur en sciences politiques. Moussab Hammoudi, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Donc, bonjour aux invités, aux téléspectateurs. Merci. Alors, Moussab Hammoudi, donc voilà ce que nous a dit Mziane Mariane et nous avons retenu à la fin de son intervention qu'ils attendent donc de recevoir ce document pour voir ce qu'il faut en faire. Et il semble ce n'a pas encore été décidé, mais il semble que le SNAPEST pourrait participer, si ce n'est au débat, aux discussions, aux consultations. Ce qui serait une grande erreur d'ailleurs, parce que la situation, parce que j'ai entendu le précédent interlocuteur faire une lecture purement juridique. Ceci dit, il faut être attentif à quelque chose, il faut éviter l'égarement technique dans les détails juridiques. Pourquoi? Parce que la Constitution, et une Constitution, n'importe laquelle, n'est pas seulement un texte. C'est la fusion d'un texte et d'un contexte. Cette fusion, elle prend allure, elle prend forme dans le préambule de la Constitution qui constitue l'âme de la nation. Donc on ne peut pas s'égarer ou s'aventurer à rentrer dans les petits détails juridiques et s'égarer dans des petits détails techniques et ignorer le contexte. Pour moi, ma lecture en tant que politologue, c'est de voir de l'extérieur la jonction des deux, autant que texte et contexte. Donc, quand je prends quelqu'un qui a fait une déclaration et qui est proche de la nébuleuse du régime, qui est la juriste de Karim Younes, comme je l'appelle, Fatiha Ben Abou, elle a dit elle-même, lorsqu'elle a eu écho de cette mouture, qu'elle est illisible et obèse. Donc, ce sont ces mots, je fais référence. C'est-à-dire qu'elle a compris que c'est un amas de mots rafistolés. Bien sûr, quand je l'ai lu personnellement, on voyait aussi que c'était un brouillon, que c'était un peu mal fait, il y a énormément d'erreurs. Sauf que ce qui m'intéresse dans cette jonction, dans ce rapport entre le texte et le contexte, c'est que le texte a ignoré complètement le contexte. Ceux qui ont écrit, qui ont élaboré le texte, pareil, ils ont complètement ignoré le contexte. Nous ne sommes pas dans un processus ordinaire où on élabore une constitution dans le meilleur des cas, parce que
faut d'abord vulgariser. C'est quoi ce terme constitution? La constitution, de manière vulgarisée, c'est la loi des lois. Donc c'est la loi qui englobe toutes les lois. Or, actuellement, nous sommes dans une situation qui n'est pas une situation politique ordinaire. Nous sommes dans un cas révolutionnaire où la population massivement est à l'extérieur dans les rues, qui a pris les commandes, enfin pas les commandes de la politique, mais de l'exercice de la politique, c'est-à-dire qui a mis main sur les rues et les villes de la nation, et qui demande non pas ce détail constitutionnel, même s'il est très important, mais elle conteste tout le régime, celui-même qui est en train d'élaborer cette constitution. Donc la vision du peuple, elle est au-delà de la constitution et au-delà de ceux qui essaient de la restez rédiger. avec nous, Moussab Hamoudi, je reviens à vous à chaque fois. Alors avec nous, Hakim Belahsel, premier secrétaire du FFS, Monsieur Belahsel Hassan. Hakim, pardon, merci d'être avec nous. Merci. Azoul Flaouen. Azoul Flak. Avant tout, je voudrais juste dire qu'il ne faut pas que je rentre dans un certain truc pour essayer de parler de cette proposition de la Constitution. Oui. Je voudrais dire juste qu'il faut rappeler à Tebboune, pour qu'il n'oublie pas que les Algériens sont sortis un 22 février pour un changement radical du système. Il faut rappeler à Tebboune que les Algériens sont en train de se battre pour une république démocratique, pour une justice sociale. Il faut rappeler à Tebboune pour que le peuple algérien est sorti dans la rue un certain 22 février pour assurer au peuple algérien une vie digne et non pas pour qu'une minorité civile ou militaire puisse s'accaparer de tous les pouvoirs et des richesses et mener le pays à la dérive, comme a été le cas de la gestion de Bouteflika. Eh ben, justement, Hakim Belahsel, justement, vous m'amenez tout naturellement à la question que je voulais vous poser. Effectivement, on dit généralement plus c'est gros et mieux ça passe. Mais là, c'est carrément outrancier. Au moment où le peuple, le Hirak, dont ils veulent faire une composante de la préambule de cette constitution. Et qu'on vient de nous le dire, Moussab, le préambule étant généralement conçu comme étant l'âme de la Constitution. Alors, non seulement ils parlent de faire rentrer le Hirak dans le préambule même de la Constitution, mais dans le même temps, ils ignorent totalement la principale revendication du Hirak, de ce même Hirak, qui avait exigé, comme quelque chose de non négociable, un processus constituant. Alors voilà comment ils nous répondent. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails quand je vous l'ai dit. Je vais juste rappeler que le FFS a été toujours pour une assemblée constituante qui est une institution collégiale dont les membres sont les représentants du peuple algérien librement élus. Il faut qu'on comprenne tout ça et qu'il appartienne à ce peuple algérien de construire l'État résultant de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice, et non-utilisation de la justice, de la religion, des fins politiques, etc., etc. Il faut que je rappelle aussi que cette révolution pacifique, Thawra Shabiya Silmiya, cette révolution politique, elle est dans la continuité de l'appel de novembre 54 et du congrès de la Soumane. Et la primauté du politique sur le militaire. Il faut qu'on dégage ça tout d'abord. Cette Silmiya, elle est bien portée par ce peuple dans cette révolution, par cette nouvelle jeunesse qui nous a éblouis. Et ce régime algérien, il n'a pas compris en tous les cas les choses que cette révolution ne va pas s'arrêter. Ce régime algérien, depuis l'indépendance nationale, a opté pour le langage de la violence. Il a opté pour les pratiques autoritaires. Il a opté par l'organisation des coups de force électoraux pour se maintenir et se régénérer. Même maintenant, à l'opposé de tout ce que demande ce peuple algérien, de tout ce que demande cette révolution populaire, il y a de ces exigences historiques avec sa démocratisation. Ce régime il est en train de se préparer à imposer au peuple algérien une nouvelle constitution pour légitimer le même régime autoritaire
qui est toujours là. En battant alors, toutes les règles Karim démocratiques. Belhasel, Hakim Belhasel. Hakim Belhasel, pardonnez-moi, franchement, je suis désolé. Quelle est la position du FFS, la position claire, affichée, déclarée pour ce qui est de cette dynamique? Je vais être clair. Le FFS considère que cette révision de la Constitution, en dehors d'un véritable processus constituant, en dehors d'une véritable transition démocratique, ne fera qu'aggraver la crise politique. L'heure, il est venu pour que la volonté politique, qu'est-ce que je voulais dire? La volonté politique respecte ses aspirations populaires. Le peuple algérien revendique l'édification d'une deuxième république, articulée sur la légitimité populaire et les principes universels de démocratie et de respect des droits de l'homme. Je vais réaffirmer en tant que responsable du parti à cette occasion la légitimité des revendications de ce peuple algérien pour l'instauration d'un État libre, démocratique, où seront consolidés vraiment les droits humains individuels et collectifs, ainsi que la prospérité économique et sociale. Ça veut dire que ça a le mérite d'être clair. Vous n'êtes pas en train de dire, comme certaines autres formations politiques, oui, ce projet, il y a un peu de bon et un peu on devrait corriger ceci. Vous, c'est le principe même que vous rejetez. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque en tant que FFS, avant tout d'aller vers une solution, il faut quand même instaurer une certaine confiance entre nous et cet État. Cette confiance, elle va venir par des mesures d'apaisement pour instaurer vraiment cette confiance qu'on a toujours demandée. La première des choses, elle est simple, M. Tebboune. Il faut libérer les détenus politiques d'opinion condamnés injustement. Il faut libérer le champ politique et médiatique. Et après, on va lancer un véritable dialogue inclusif et sincère dans l'intérêt suprême de cette nation. On n'est pas contre pour le dialogue. Pour arriver vraiment à l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle constitution par l'élection d'une assemblée constituante. C'est la seule solution vraiment pour sortir de cette crise. Hakim Belhasel, merci beaucoup d'avoir été aussi clair et aussi succinct. Merci. Et je reviens à Mossab Hamoudi. Mossab, commentaire? De toute façon, aussi, c'est un discours que je viens d'écouter, il est clair et il a la discursivité d'un discours politique, de parti politique. Mais le problème, c'est que la carte, l'échiquier politique n'est pas une carte postale figée, c'est plus des interactions. Donc, ok, d'accord pour le programme politique, pour grande partie, nous sommes tous, autant qu'Algériens, d'accord, mais qu'est-ce que fait le FFS autant que formation politique? Parce que le problème ici qui se pose, ce sont les formations politiques qui n'agissent pas. Donc, monsieur le précédent ne se prononce pas sur certains détails, donc il doit se prononcer sur d'autres, qui sont l'exercice maintenant des formations politiques envers la dynamique politique, c'est-à-dire envers les autres partis politiques. Comment agissent-ils et comment conçoivent-ils la chose? Parce que c'est facile aussi, on peut tous dire on veut un processus constituant, il n'y a pas de problème, mais les étapes à le faire avec les autres formations politiques, que les reconnaître ou pas les reconnaître, comment agir. Oui, mais Mossab, en l'occurrence, le FFS vient à travers un de ses représentants officiels de déclarer clairement qu'il rejette de façon claire et sans ambiguïté le projet en tant que tout. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans les détails. Mais c'est déjà très fort venant d'une classe politique qui est, dans le meilleur des cas, dans le ni, oui, mais. Là, ça a le mérite d'être clair. C'est pas très fort, c'est pas fort, c'est très fort, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais il faut aussi l'impulser au niveau des autres dynamiques partisanes, parce que le FFS en tant que parti, on sait qu'il a des éléments dans le Hirak, mais monsieur le représentant officiel n'a pas voulu se prononcer sur ça, donc il doit aussi nous dire quelque chose sur sa dynamique partisane, non pas inter-FFS ou intra-FFS, mais vers les autres formations politiques pour les impulser. J'espère d'ailleurs dans la même voie qu'ils ont opté de la choisir. C'est clair. Merci. Alors, Yamina Mghraoui est avec nous, présidente du comité des femmes du SNAPAP. Yamina, merci d'être avec nous. مساء الخير جمال. مساء الخير يمينة، عاش من سمعك وسعى رمضانك. يبارك فيك انت زاد. يسلمك. Alors Yamina, d'abord votre sentiment sur
cette mouture d'avant-projet de constitution? السلام عليكم وعليكم والسلام السلام. على كل مشاهدينا المغاربية وصحة رمضانكم. يسلمك يا رب. قبل ما نتكلم في الموضوع أنا بودي je voudrais dénoncer et condamner la persécution des cap syndicalistes affiliés du SNAPAP. À Oui. leur tête, Falah Hamoudi de Tlemcen, Amar Kefkef de Sétif et récemment Nadia Diadour de Chlef. Je condamne cette persécution qui cible en ce moment précis les syndicalistes et particulièrement ceux du SNAPAP Sigata. Oui. Je dirais aussi que ce pouvoir ne cessera jamais de nous étonner. Il ne cessera jamais de nous étonner, il ne cessera jamais de nous surprendre par des attitudes paradoxales. Est-il normal qu'en ce moment précis, où des centaines de familles sont endeuillées par la perte de leurs proches, où des millions d'Algériens vivent justement dans l'angoisse, dans un stress accru, le pouvoir donc se permet non seulement de persécuter, d'intimider, de provoquer, de majorer, je dis bien de majorer encore l'angoisse et le stress actuel causé par la pandémie du virus corona ou du coronavirus. Je dirais encore en ce moment précis où il y a plus de 4 millions de travailleurs algériens qui ne mangent pas à leur faim parce que finalement on ne se pose pas. Je ne peux pas. Et même je ne peux pas m'empêcher de parler de ces travailleurs en ma qualité de syndicaliste. Donc, on ignore dans quelle situation sont les millions et des centaines de milliers de travailleurs qui sont dans le privé et qui ne sont pas déclarés à la sécurité sociale et qui sont au chômage, ceux qui sont dans la restauration, ceux qui sont dans les cafés, ceux qui sont dans les salons de coiffure, ceux qui sont dans les ateliers, et j'en passe, et ils sont très nombreux, et tous ceux qui sont, et les 3 millions qui sont dans l'informel. Justement, ce pouvoir, au lieu de se rapprocher, au lieu de mettre un plan de sauvetage, je dis bien un plan de secours et un plan de sauvetage pour ces familles, justement laminées par le confinement. Donc, il y a une ignorance, un mépris total de cette situation désastreuse sur le plan socio-économique et même familial des Algériens travailleurs. Et si ce n'égard, savez-vous que si c'est les travailleurs désignés par arrêté ministériel et présidentiel, et les membres de l'exécutif et les hauts fonctionnaires donc sont à l'abri parce qu'ils sont dans des résidences luxueuses, le Sénégal, savez-vous qu'il paye son loyer chez le privé. Il n'a pas un domicile fixe. Il paye chaque mois, donc ça fait plus de 3 mois qu'ils sont confinés, mais le loyer, il doit le payer au privé parce qu'il n'est pas locataire chez l'État. Donc, comment peut-on, dans cette situation-là, donc aller justement à l'amendement de la Constitution, travailler sur la Constitution, engager donc de la réflexion sur la Constitution et donc, je trouve que c'est vraiment paradoxal. Mais justement, Yamina Mghraoui, justement, la Constitution, on ne peut pas dire, comme le disent certains, c'est l'affaire des partis politiques, c'est l'affaire des politiciens. La Constitution étant la loi des lois, la source des lois, celle qui préfigure le destin du pays et qui en définit les cadres, c'est donc l'affaire de tout le monde et tout particulièrement Absolument. celle de la société civile à laquelle vous appartenez, le SNAPAP étant l'un des rares syndicats réellement libres, ou du moins qui essayent de se libérer de l'étreinte de ce régime. Quelle est la position du SNAPAP à l'égard de ce processus? Pardon. D'abord, pour nous, dès le départ, on savait
on savait le résultat. Parce que quand on a vu qu'une commission d'experts a été désignée et que la commission a travaillé durant 3 mois comme ils le prétendent, donc c'était décidé, il n'y avait rien à faire. Mais savez-vous qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que c'est que le pouvoir s'est actigné, il a retrouvé sa force dans le confinement. Donc, justement, donc sans ce confinement-là, il n'aurait pas justement agi de la sorte. Parce que finalement, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a d'abord commencé par changer ou mettre en place des lois de voyage de la presse. Donc, et toutes les formes de communication, tous les médias, les réseaux sociaux qui sont sous une surveillance la plus stricte par les services de renseignement. D'abord, il a mis cette stratégie en place pour pouvoir travailler à l'aise, pour pouvoir passer justement cette constitution de Bouteflika qui va être encore adoptée par un parlement de Bouteflika. Donc voilà justement, donc ça c'est notre position. Dès le départ, dès qu'on a vu la démarche que le pouvoir a fait justement pour travailler sur la Constitution, on a compris tout de suite que le résultat allait être ainsi. Donc, rien ne surprend sur ce plan-là, par rapport à la Constitution, bien sûr. Bon, maintenant, je dirais que c'est vrai, parce que le pouvoir pense qu'avec les arrestations, avec la persécution, avec l'intimidation des syndicalistes parce que nous sommes partie intégrante de la société civile et nous sommes assez présents aussi bien dans le Hirak qu'ailleurs que dans les institutions des travailleurs. Donc, ils pensent que c'est déjà gagné. Mais ce n'est qu'un moment parce que finalement, le Hirak reprendra, nous reprendrons, nous trouverons des formes aussi. Donc, pour pouvoir justement, parce que finalement, il peut très bien mettre 36 000 constitutions en place pour le moment, mais la volonté du peuple est plus forte que toutes les constitutions qu'il pourra instaurer ou qu'il pourra mettre en place. Voilà, nous comptons justement, nous attendons la fin Yamina Mghraoui, très brièvement, parce qu'on est en train d'essayer de cadrer le temps de façon égale pour tous les invités. Très rapidement, quelle va être la position officielle publique du SNAPAP au sujet de cette histoire? Donc le SNAPAP, comme toujours, donc d'abord ne reconnaît. Écoutez, donc pour nous c'est pas nouveau. Nous ne reconnaissons ni le Parlement, nous ne reconnaissons ni le pouvoir, parce que ça c'est une opposition habituelle, corrigée. Donc nous ne changerons rien à cela et nous continuons la lutte. Bien sûr, c'est notre nature. Donc c'est notre vocation. C'est notre vocation, je le répète. C'est notre nature, c'est notre mission. Dois-je comprendre que le SNAPAP refusera de discuter de ce projet avec le régime? Écoutez, parce que les conditions de discussion des gens sont déjà flouées. Elles ne sont pas normales. Elles ne permettent pas. Oui. D'accord, Yamina. Merci Yamina Mghraoui pour votre intervention et je reviens à Moussab Hamoudi. Moussab. Des mots, la négligence sociale, la répression, la précarité, le citoyen laissé pour compte. Le constat, on est tous d'accord sur ce constat. Mais le problème ici, de la part de la classe syndicale, c'est de considérer que c'est paradoxal. Ce n'est pas paradoxal, c'est la nature du régime. C'est un régime qui n'est pas démocratique. Les syndicalistes pensent souvent avec un réflexe comme quoi c'est un régime syndicaliste. Or, nous sommes dans une dictature, dans un régime autoritaire. Donc, connaître le régime et bien savoir le diagnostiquer, c'est bien. Mais si on arrive à un diagnostic négatif, il faut tout faire pour le changer. Le problème maintenant, c'est que le syndicat le plus engagé ne travaille pas encore assez. C'est-à-dire qu'il joue en solo. On n'a pas des syndicats qui essayent de se brasser aux autres franges de la société. Moi, j'ai eu
connaissance de syndicats qui refusent de travailler avec les étudiants, de les soutenir, d'organiser des manifestations ensemble. Donc, c'est bien de faire un diagnostic correct, mais le problème, quand on arrive à un diagnostic négatif, c'est d'essayer quand même de le changer en jouant collectif. Très bien. Restez avec nous, Moussab. Nous allons donc accueillir Ramadan Youssef Tazibt. Ramadan, merci d'être avec nous. Vous êtes un membre dirigeant du Parti des travailleurs. Je vous remercie pour cette occasion qui va nous permettre de nous exprimer. Merci. Et je vous salue les téléspectateurs de votre chaîne de télévision. Merci, Ramadan. Alors, d'abord, même question que pour nos autres invités, votre sentiment, celui de votre formation politique, au sujet de ce projet, de cet avant-projet. Sincèrement, c'est incompréhensible. C'est le fait de proposer une révision constitutionnelle en plein confinement dû à la crise sanitaire que nous vivons, mais surtout dans un climat politique délétère, marqué par une fermeture extraordinaire, sans précédent du champ médiatique, avec une cascade d'arrestations, d'interpellations, d'emprisonnements et de procès expéditifs. On ne comprend pas une révision de la Constitution dans un moment révolutionnaire, parce que nous vivons toujours dans la révolution du 22 février. Le régime, le pouvoir en place, propose une révision constitutionnelle pour préserver le système, c'est-à-dire le contraire de ce que réclament les millions d'Algériens depuis plus d'une année, qui réclament la souveraineté pleine et entière, qui veut prendre son destin, un peuple qui veut prendre son destin en main, qui veut dessiner les contours d'une véritable nouvelle république, d'une démocratie véritable. Nous sommes toujours avec les mêmes méthodes du parti unique, de dialogue, un dialogue de sourds, et au bout de compte, c'est une constitution qui est là pour préserver, y compris le système présidentialiste, qui est foncièrement antidémocratique. Mais en même temps, nous sommes dans une situation d'une angoisse, le peuple algérien est saisi d'une angoisse par rapport à cette pandémie, mais en même temps, toutes les voies de dialogue, de discussion, de débat public, elles sont fermées. Lorsqu'on veut réviser une constitution, on ouvre les télés, on ouvre les radios, on ouvre les salles de réunion, on ne terrorise pas la population pour tenter de l'empêcher, y compris de réfléchir. Voilà, donc c'est que vraiment... de j'allais dire, cette passivité, voire même parfois, pour certaines formations politiques, cette connivence avec le régime au sujet... Pourquoi la société civile et surtout les partis politiques dits de l'opposition sont-ils aussi silencieux, sinon assez, disons, complaisants avec ce projet? Je ne vais pas parler au nom des autres partis. Les partis réunis dans le pacte de l'alternative démocratique se sont exprimés avant même que ce texte soit rendu public. Il y a une réunion qui est prévue le samedi prochain, mais ma foi, l'immense majorité du peuple algérien ne peut pas être d'accord avec une révision de la Constitution qui prévoit le maintien d'un système oppresseur, d'un système qui a permis le pillage étranger et qui d'ailleurs, dans cette dans cet avant-projet de révision de la Constitution, il y a un article extrêmement dangereux qui rompt de manière radicale et violente avec l'esprit de novembre 54, c'est celui de permettre à l'armée algérienne d'aller faire des guerres là où décideront les grandes puissances, c'est-à-dire transformer notre armée, qui est l'héritière de la glorieuse armée de libération nationale, la transformer en armée supplétive qui va aller faire la guerre à des peuples, à des nations, alors que, justement, notre expérience comme Algérie, comme pays indépendant, nous nous sommes sortis intègres, nous avons préservé l'intégrité de notre pays durant la tragédie nationale parce que nous avons opté pour une solution nationale algérienne malgré toutes ces insuffisances. Donc, c'est un projet de constitution, de révision constitutionnelle qui, de notre point de vue,
risque de poser de sérieux problèmes pour le devenir de notre pays, parce que nous savons que tous les pays qui ont pris part à des guerres sous différents prétextes ont plongé dans un chaos, parce que le terrorisme international, tout le monde sait que c'est un terrorisme qui est contrôlé par les grandes puissances, et si jamais cet amendement est intégré dans la Constitution, si cet avant-projet de révision constitutionnelle était adopté, ça veut dire que nous allons faire rentrer notre pays dans un cercle vicieux de guerre et d'attentats et de vengeance et de représailles. Donc, évidemment, la question de l'indépendance de la justice, elle est complètement ignorée par cette révision de la Constitution, puisque le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, continue à présider le Haut Conseil de la magistrature, continue à nommer les membres du Conseil de la magistrature, et que toutes les petites acquis, si on peut appeler ça acquis, en réalité sont donnés pour faire passer ces articles tout à fait dangereux. Et il y a un climat aussi sur le plan socio-économique qui est très inquiétant. Il y a une paupérisation de la population, il y a une dégradation des conditions de vie, et il y a un renoncement chaque jour davantage, des renoncements sur les acquis, notamment la règle de 51-49, le droit de préemption, que même les États capitalistes appliquent, et que dans notre pays, l'État algérien décide d'abandonner le droit de préemption. La maigre augmentation du SNMJ est vite reprise par l'augmentation annoncée dans la loi de finances complémentaire des prix du carburant. Donc c'est une situation explosive à laquelle le pouvoir est en train de pousser notre pays, c'est-à-dire d'un côté l'appauvrissement généralisé de la population, des millions d'Algériens sont sans aucun revenu suite à la décision de l'arrêt de l'activité, donc du confinement dû au coronavirus, et de l'autre côté la multiplication d'atteintes aux libertés démocratiques, des convocations par centaines d'activistes du Hirak à l'échelle nationale, à l'est, à l'ouest, dans le sud et dans le nord. Tout cela s'ajoute à la fermeture hermétique du débat sur les médias lourds. Donc, ça donne une idée bizarre. C'est-à-dire que c'est incompréhensible, et de parler d'une révision constitutionnelle dans un tel climat de fermeture, c'est une dérive totale. Alors, Ramadan Youssef Tazibt, dernière question, et je vous demanderai de me répondre de façon assez lapidaire, si vous pouvez. Oui. Quelle va être la position clairement exprimée de votre parti, le Parti des travailleurs? Alors, on a tenu aujourd'hui une réunion du secrétariat du bureau politique sous la présidence de la secrétaire générale. Donc, nous avons débattu de tous ces développements graves dans la situation politique. Nous avons aussi discuté de cette révision de la Constitution qui est tout sauf qui est l'exact contraire de ce que revendique l'immense majorité du peuple algérien. Le débat est ouvert dans les instances du parti, le bureau politique qui sera élargi au comité central et même à la base militante, et on se prononcera au moment venu. Mais d'ores et déjà, vous avez bien entendu un peu ma réaction, oui. et nous ne sommes pas du tout favorables à ce texte, parce que justement, il pose des questions fondamentales sur le devenir de notre pays. Ramadan Youssef Tazibt, merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Je reviens à Moussab Hamoudi. Effectivement, encore une fois, on a un bon diagnostic. La situation fait consensus auprès non seulement des formations politiques ou syndicales, mais au sens de toute la population algérienne. C'est le même diagnostic, somme toute négatif. Mais le problème ici, c'est que pour les partis politiques, on a agité de partis effrités, émiettés. Il n'y a pas de vie politique, tout a été démoli. Donc, il y en a quelques partis qui vont se mettre en formation. Maintenant, le défi est que ces formations, c'est-à-dire doivent savoir leur difficulté à faire une proposition politique et essayer donc de travailler de manière collégiale mais englobante aussi, parce que le problème, c'est simple de faire le diagnostic, mais une formation politique est tenue de faire aussi des actions, non pas seulement des discours.
Donc, au-delà de discours aussi, il faut proposer des moyens de faire face. Et c'est ça, là où les partis politiques sont défaillants, où les formations aussi, des formations de partis politiques sont très défaillantes. Donc, il faut faire consensus, il faut essayer d'être englobant et surtout proposer des actions parce que le discours est unanime. Merci, Moussab. Je reviens à vous dans un petit moment. Badreddine Gerfa, cadre du FIS, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Si Jamaluddin. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. وصحة رمضانك سي بدر الدين. الله يبارك فيك، صحة رمضانكم وصحة رمضان الشعب الجزائري. Amin. Alors, Badreddine Gerfa, quel est votre sentiment d'abord, avant d'en arriver à votre position? Quel est votre sentiment, celui de votre parti, au sujet de cette mouture d'avant-projet de constitution? D'abord, je crois que le film continue. Il a commencé au cinéma Majestic en 1963 et ça continue, mais je crois que cette révolution pacifique va mettre fin à ce film macabre. A dit premièrement. Deuxièmement, nous refusons absolument de discuter l'avant-projet de constitution que propose d'une façon malsaine le pouvoir non légitime au peuple algérien en pleine révolution et en pleine crise sanitaire que nous vivons. Au FIS, depuis 1999, nous militons malgré toutes les difficultés organisationnelles que tout le peuple algérien connaît et pour un processus constituant depuis Hachani Rahimahullah avant son assassinat, en passant par le Congrès de l'Europe et par toutes les interventions, les cadres du FIS et à leur tête le président par intérim du FIS. Là, nous estimons que cette révolution ne doit se terminer que par une constitution écrite par le peuple algérien pour la première fois. Donc, je refuserai de discuter les articles, ça et là, et moi je dis le projet. D'ailleurs, ce projet qui est, comme l'a dit, c'est Moussab, qui est mal écrit, un amas de mots, d'articles qui ne va pas, mais la révolution, et c'est tout à fait normal. Nous sommes en face d'un pouvoir dictatorial, d'un pouvoir autoritaire, d'un pouvoir de il essaie de profiter de la période, l'arrêt, etc. Mais je crois qu'il se trompe lourdement parce que le Chab Jazairi, je pense qu'il est, cette fois-ci, il est azem, cette fois-ci, pour construire un État réel, démocratique, un État qui yafsal bin al-sulutat. Et vous savez, un petit mot sur ce, si je peux me permettre, sur cet avant-projet. C'est un régime, et c'est incroyable, c'est un régime ultra présidentiel. Le président, il fait main basse sur toutes les institutions du pays. Mieux que ça, je me permets de dire un petit mot. Tout le monde sait que pendant des années, la maladie, à l'ancien président déchu, Abdelaziz Bouteflika, ils ont essayé de nous, ils ont tout fait, je suis un vice-président, je pense que le plan présidentiel qui est موجود في الوقت هذاك رغم la maladie, رغم الضعف, رغم كل شيء, ils n'ont pas pu faire passer la proposition. Maintenant, tout le monde sait que la présidence où le pouvoir est dans la faiblesse qui vient à Bézard, vu le mouvement populaire et révolutionnaire, ils essaient de un vice-président, et ça sera vraiment Haja inédite, un vice-président qui peut prendre le pouvoir sans élection, même les élections chikliya ou makash, mais rien ne passera. Le peuple y veillera et j'en suis certain. Alors, Badreddine Gerfa, essayez de m'expliquer quelque chose que moi je ne comprends pas personnellement. D'un côté, il dit que le Hirak al-Moubarak, et il met les hirakistes en prison. Juste parce que ce sont des hirakistes, on ne leur reproche rien d'autre. D'un autre côté, on nous dit il faut être respectueux des lois et ne jamais calomnier quelqu'un. Et de l'autre côté, la plus haute institution de ce pays, représentée par Tebboune,
la présidence de la République. Ce président de la République arrive publiquement dans une conférence de presse où il traite un journaliste qui est présumé innocent, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à sa condamnation, il est supposé jouir de la présomption d'innocence. Il le traite il le condamne, il décide qu'il est coupable, et il le traite même de complot avec des forces étrangères. Khabarji, la presse étrangère. Alors qu'il est le président et qui, normalement, il est censé être celui qui respecte la loi plus que tout le monde. D'un autre côté, ce Hirak Beni, dont ils mettent les hirakistes les plus représentatifs en prison, ils nous disent qu'ils vont le mettre dans le préambule de la Constitution, alors que le Hirak, il n'a pas demandé une révision de la Constitution, il a demandé une assemblée constituante et un processus constituant. Expliquez-moi, Badr Dinguerfa, si vous le pouvez, s'il vous plaît. Voilà, هذا هو le pouvoir. Le pouvoir هذا مبني على الكذب والسرقة et tout ce qui est mauvais. هذا le pouvoir, il a l'audace باش يسرق كل شيء ما يديروا الشعب. Souvenons-nous, quand الشعب a demandé la démocratie, جاب لنا la démocratie mais coquille vide, فرخها من معناها. Quand ils ont voulu faire la guerre au peuple algérien en 92, où certains hommes politiques honnêtes بداو يتكلموا على مصالحة وطنية qu'ils ont d'ailleurs refusé. من بعدين جابوا لنا مصالحة كوكي فيد وميو كسا جابوا تفريقة وقالك نحطها في الدستور. المصالحة الدستورية اليوم قبل ما نتكلم على الدستور يا با 20 jours, un mois, le président par intérim du FIS على القناة تاع الأوراس تي في سي علي بالحاج il a proposé باش تكون قناة تاع التاريخ. قناة تاع التاريخ pour traiter des trucs historiques كل. Elle a été volée par le président هذا lui-même هذا سي تبون ويجيبها ويقول لك لازم لنا نديروا جو كوا ils ont commencé باش يعيشوا قناة تاع التاريخ. اليوم الشعب الجزائري tout le monde depuis plus d'une année il milite pour un nouvel État, pour une assemblée constituante ou un processus constituant باش يبني دولته باش يدير كذا. اليوم يجيو هما يسرقوا هذا الشيء يقول لك ندستر لا ريفولوسيون du 23 février. La révolution du 22 février ما تقولش حبنا ندير بريامبول. عندها مطالب رفعتها. هذا الشعب رفع مطالب تتنحوا كاع ليكيليب دي بوفوار سيباراسيون دي بوفوار. نحبوا دستور نكتبوه احنا en tant que peuple par des députés élus par le peuple dans un climat démocratique de liberté وين les universités تكون محلولة وين القنوات تكون مفتوحة لكاع الناس وين يعني ديبا ناسيونال بوبليك واضح وين les prisonniers يخرجوا بوليتيك وتاع الرأي يخرجوا وين les opposants politiques et tous ces Algériens اللي راهو في الشتات في الجزائر يدخلوا لبلادهم في هذا النقاش العام. بعدين نشوفوا كيفاش نديروا دستور. دونك هادو الناس كي يجي على جورناليست اللي بيتقصعوا كيما سيد رامي ويتهموا لو بروميير شيف اللي يكون من المفروض هو يلتزم بالدستور والقانون. سي فريمون سي سا لو بوفوار. مي لازم نكونوا اخر كلمه نقولها هاد لي بارتي احنا نوزافون احنا في الفيس عندنا سيتياسيون ان بو délicate ولكن نجتمعوا dans notre façon etc. Justement, Badr Dinguerfa, quelle va être la position publique, officielle, formelle de votre parti sur cette question? شوف j'avance. احنا toute notre littérature toute الادبيه تاعنا بلي راهو الشعب يكتب دستوره. Donc ça ne va pas sortir من هذا الباب. Il va y avoir اجتماعات la position تاعنا nous allons certainement vu الادبيات on ne peut pas être en contradiction avec tout ce qu'on a milité هاد les années كامله. Donc ça va pas sortir من الكون الشعب هو اللي يكتب دستور. دونك بروسيس كونستيتيون هاد لي ريفيزيون ما عندنا حتى علاقه بها في الفيس. جيسبر كوم لو دي سي بيان سي مصعب que les partis sérieux, les syndicats, يكونوا en diapason مع هاد la révolution. Il faut être dans la révolution. Il faut nos pensées, nos actes, nos positions politiques لازم يكونوا مع la révolution مع الشعب et ما يكونوش مع ce que propose هذا النظام qui veut se maintenir
coûte que coûte. Voilà. Merci Badreddine Guerfa, au plaisir de vous retrouver. Mossab. Ah, attendez, on ne vous entend pas, Mossab, pardon. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, encore une fois, et comme toujours, le diagnostic est toujours correct. Il n'y a pas un membre de cette nation qui ne considère pas qu'il y a un seul diagnostic à faire, qui est le départ de ce régime. Par contre, il faut savoir que la mouvance islamiste officielle, surtout, a échoué à l'examen de l'autoritarisme. Parce que quand on voit les alliés du régime actuel dans la mouvance islamiste, parce qu'il a aussi toute la mouvance progressiste, mais même aussi les islamistes, que ce soit les soufis, que ce soit les salafis ou les frères musulmans. Donc, pour le reste, qui sont dans la case aussi, surtout, qui étaient oppressés dans la violence. Et il ne faut pas qu'il y ait aussi cette victimisation, ce fatalisme, parce que le régime, il faut savoir, il faut réfléchir d'une manière citoyenne. Ce régime n'a rien à proposer. Il a, si j'ose dire, utiliser un jeu de mots, il a perdu son voile, donc il est face à face. Nous, on le voit, les citoyens, l'Algérien, tous les Algériens le voient, lui, il n'arrive pas à les voir, il n'arrive pas à les comprendre. Donc, il est complètement déstabilisé. C'est pour ça qu'il transgresse même les fondements de la rationalité. Donc, il faut maintenir une pression générale. Il faut que tous les Algériens se mettent la main dans la main pour continuer de proposer et de le presser encore plus, et beaucoup de pression. Restez avec nous, Mossab Hamoudi. Je reviendrai à vous pour discuter un peu avec vous d'autres sujets. Mais d'abord, notre dernier invité, Omar Saoudi. Merci d'être avec nous, Omar. Merci, M. Bechnouf. Merci. Alors, Sahar Mdanek, merci d'être avec nous. Donc, Omar Saoudi, votre sentiment personnel, puis vous nous direz la position de votre parti sur cette histoire dont nous parlons depuis tout à l'heure, cette mouture d'avant-projet de constitution. Bon, Sahar Mdankoum, bon, en fait, j'ai pas un sentiment personnel, mais je pense que tous les Algériens ont vécu les provocations pendant tout le confinement. Donc, non seulement par rapport aux détenus d'opinion qui croupissent toujours en prison, malgré les appels des institutions internationales pour alléger les populations carcérales. Plus que ça, donc le régime a procédé à d'autres interpellations qui se terminent tout le temps par des mandats de dépôt. Donc, bon, bien sûr, je pense que le peuple algérien a vécu d'abord, bien sûr, comme une hougra, parce qu'il ne peut pas avoir de mobilisation dans cette situation. Mais je pense que le message est clair pour ceux qui, peut-être qu'ils existent, qui pensaient que ce pouvoir avait un tant soit peu une volonté de démocratisation de la vie publique. Et je pense que cela vérifie à leur dépend que ce système, il est mu strictement par sa survie. Et, mais en quoi un tel projet peut-il leur être utile à un tel moment? Vous parlez de ce projet de révision constitutionnelle. De la trituration de la Constitution. Oui. Non. Ben, le projet. D'abord, le projet n'est pas utile. Bon, il est utile pour probablement les parrains du système et de Tebboune. Peut-être qu'ils pensent que le peuple algérien ne s'est pas libéré de la peur et qu'il accepterait encore une autre fois une trituration de la Constitution, mais en fait qui ne change rien au niveau, je veux dire, de l'architecture du système. Je n'ai même pas envie de parler de détails de cette. Il n'y a même pas de vote concomitante. Il n'y a même pas, par exemple, قال شويه les libertés, شويه هذه شويه هذه pour faire accepter la trituration de la Constitution. La preuve est donnée par la révision des lois, encore plus liberticide que ce qu'a fait Bouteflika. Donc comment voulez-vous qu'un régime
qui prépare la répression de toutes les voix discordantes par des lois plus liberticides qu'avant. Et je pense que ça a commencé par la presse, déjà donc on va dans la presse. Comment voulez-vous qu'un régime comme ça, et aller, un temps soit peu, proposer Mais qu'est-ce que nous pouvons en comprendre? Est-ce que ce régime est en panique, qu'il ne sait plus ce qu'il fait, qu'il va dans tous les sens? Est-ce qu'il est décidé à en découdre, qu'il est en train de préparer une sorte d'arsenal multidimensionnel pour se préparer à mater le Hirak à la fin du confinement? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vous ai dit, je vous ai dit au départ, moi je pense qu'il prépare l'explosion sociale comme alternative au mouvement de février qui est un mouvement pacifique. Ça veut dire qu'il veut provoquer un contre-feu, il veut provoquer la violence. Écoutez, c'est le seul terrain sur lequel il peut, entre guillemets, oui, gagner. Enfin, pas gagner, mais ne pas perdre. Mais sinon, il n'y a pas d'autres explications à tout cet arsenal de lois liberticides, ces provocations. Et je n'ai pas parlé de la question sociale. Oui. Vous savez, par exemple, diviser de 50% le budget de fonctionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, moi, je suis en possession d'une note, par exemple, de Sonatrach, toutes les filiales vont licencier, sans parler des catering, des gardiennages. C'est des milliers. Donc, il est tout sauf aveugle, ce pouvoir. Il prépare en fait l'alternative au Hirak, c'est une alternative violente. Ça veut dire que pour bien comprendre... Excusez-moi, M. Bichou, j'appelle et nous appelons les citoyens, les populations algériennes, les organisations à rester calmes. Et à reprendre la mobilisation pacifique dès que le moment le permettrait. Alors, pour bien comprendre ce que vous êtes en train de nous dire, parce que c'est très important, en même temps que très inquiétant, c'est-à-dire, d'après vous, ce régime est en train de préparer une sorte de climat insurrectionnel qu'il déclencherait lui-même pour pouvoir désamorcer un Hirak pacifiste et qui sait où il va. C'est exactement ce que vous dites. Je n'ai rien à rajouter. Y compris par exemple, même sur la question de la presse. En vérité, il n'abandonne pas la pression par la distribution financière par la NEP, mais il tente d'instaurer l'autocensure. Vous comprenez? Oui, mais l'autocensure, ça fait longtemps. Vous savez, oui, ça fait longtemps, mais vous savez, moi j'ai toujours vécu dans ce pays, et oui, il y a de l'autocensure, c'est vrai à chaque fois, mais là, il y a, en fait, on suggère, quand vous dites par exemple, vous êtes financé par l'étranger, atteinte au moral des institutions, par exemple de l'armée, atteinte à les lois qu'il a révisées, tout ça. Donc, en fait, on oblige les médias à faire des choix. Continuer à exister, mais ceci étant dit, je pense qu'il y a une grande partie des journalistes qui ne vont pas abdiquer par rapport à ça, même si ils vont subir des pressions comme le subissent par exemple aujourd'hui les activistes du Hirak. Alors, dernière question, quelle va être la position de votre parti, ou du moins d'une aile de votre parti? Comment allez-vous réagir à cette initiative, pour l'appeler comme ça? Pourquoi vous parlez d'une aile? Nous n'avons pas deux ailes, deux ailes différentes. C'est ce qu'on entend dire, oui. Qu'on entend dire que... Non, écoutez-moi. Bon, non,
Non, écoute, le parti fonctionne avec des textes, des statuts. Il y a des gens, il y a quelques personnes de Tizi Ouzou, précisément, Oui. qui ont décidé de faire sécession. Oui. Allah يسهل عليهم. D'accord. Et eux-mêmes, donc, préparent la création d'un mouvement. Bon vent qui m'a dit, mais le RCD n'a pas. Le RCD, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas. il n'y a pas deux ailes dans le RCD. Il y a un RCD. Le parti, chauffe, le parti, tous les partis se construisent en s'épurant. Et il y a donc un groupe qui a j'ai pas envie de pour des raisons ou pour d'autres pense que il faut disons modifier la ligne du Congrès ou là, etc. Ils sont partis. Mais quelle est la position du RCD officiel? Mais je vous donne la réaction du RCD officiel. Oui, ça veut dire... Je suis coordinateur national du RCD. Et ça veut dire, qu'est-ce que vous nous direz? Que le RCD ne va pas contribuer, participer, collaborer à ce genre d'initiative? Vous parlez de la Constitution? Oui. Vous plaisantez, mais c'est pas possible. Non, je veux juste vous l'entendre dire. Je pense que je suis suffisamment clair pour dire que nous sommes aux côtés du peuple algérien pour refonder son État et se donner les institutions de son choix. Donc il ne s'agit pas pour nous de s'appesantir, excusez-moi, sur des triturations de la Constitution. Ce n'est pas une nouvelle Constitution, c'est la même. L'architecture de la Constitution, c'est la même. Maintenant, j'ai de l'article 1, etc. Ça, le Bouteflika l'a fait à plusieurs reprises, d'autres l'ont fait. Très bien, merci. Voilà. Omar Saoudi, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, merci beaucoup. Moussab Hamoudi. Oui, bien sûr, juste sur la question du RCD, bien sûr qu'il y a deux ailes du RCD, et ça c'est... Omar Saoudi est en train de nous dire non, hein. C'est une sécession d'une petite partie, celle de Tizi Ouzou, sans plus, que le parti reste le même. Oui, mais quand on voit les leaders qui ont fait la sécession, on sait que c'est une sécession, donc au moins il y a maintenant deux fractions, en attendant d'officialiser la nouvelle qui sera un RCD qui n'est pas RCD, mais qui est quand même un RCD. Donc ça, c'est les partis politiques, c'est comme ça, quand ils sont un peu entachés de quelques connivences anciennes. En tout cas, Moussab, ils sont en train de nous dire c'est une sorte de sécession de gens qui n'ont pas créé un RCD bis, mais qui ont carrément décidé de créer un autre parti, une autre formation politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un RCD canal historique et un RCD nouveau. Il y a un RCD et des gens qui sont sortis du RCD. On verra qu'est-ce qu'il va proposer déjà dans sa proposition, dans ses textes fondateurs, parce que peut-être qu'il va être un FFS bis, si jamais il sort de la littérature du RCD. En tout cas, pour revenir au vif du sujet, tout le monde souffre de ce régime, en fait, parce que l'interlocuteur a évoqué la communauté carcérale. Tout le monde souffre, le citoyen libre, la communauté carcérale et même les morts. Et les défunts qu'on a découvert donc leur souffrance, la souffrance de leurs proches avec la crise du Covid, parce que ils leur donnent même pas les conditions décentes d'un enterrement ordinaire. Donc, si on ajoute à ça cette histoire de constitution, on voit l'esprit du régime, parce que les lois, il faut toujours le rappeler, ont un esprit. Il y a un esprit des lois pour parler comme Montesquieu. Donc, cette proposition de constitution reflète l'esprit du régime, qui est le mensonge et la schizophrénie, avec une forte appétence pour la violence. Seulement que maintenant, la donne a changé, nous sommes devant un pouvoir non seulement qui n'est pas aveugle, mais qui est aveuglé. Pourquoi il est aveuglé? Parce que c'est un pouvoir qui perd son pouvoir. Mais dans ce cas-là, pour faire face pour cette formation, déjà, il faut une action, et une action collective qui ne soit pas sectaire ou sectorielle.
Donc pas de sectorialisme pour les syndicats, mais aussi pas de sectarisme pour les partis politiques. Il faut savoir que tous les Algériens doivent travailler main dans la main, de bout en bout. Alors, une dernière question avant de clore cette émission. Le ministre conseiller de la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, M. Belaïd Mohamed Oussaïd, vient de faire une déclaration. Vous vous rappelez quand Tebboune nous avait dit qu'il allait rapatrier les fonds qui ont été volés pour financer son programme, hein, nous a-t-il dit. Il parlait vraisemblablement de centaines de milliards de dollars, hein, même s'il n'a pas prononcé le chiffre. Alors voilà ce que nous dit monsieur le porte-parole. Je le cite, hein, « Les fonds pillés seront récupérés avec l'aide d'Allah une fois les jugements définitifs à l'encontre des accusés seront rendus. » Fin de citation. Ça veut dire qu'ils attendent que des jugements soient rendus. Ça veut dire que ça suppose des dizaines d'années, voire peut-être des siècles. Oui, absolument. C'est le jeu du creux. C'est un discours qui n'a pas de sens. C'est pour cela qu'il est pimenté de références religieuses. Mais le vif du sujet n'est pas là. C'est que c'était l'un des engagements, le plus fort des engagements, si tant est à croire que c'était des engagements sincères de la part de Tebboune, le président désigné. Mais maintenant, c'est le volte-face. Donc, il n'y aura pas de rapatriement ou de procédure pour récupérer les sommes qui étaient envolées comme ça. Et donc, on va se lancer plus, ce n'est plus le débat sur rapatrier des fonds, mais sur des procédures juridiques complexes et interminables, complètement obtus. Donc, c'est le volte-face. Il n'y a plus aucune promesse tenue par Tebboune. Merci Moussab Hamoudi. Donc, Moussab Hamoudi qui vient de nous dire d'une certaine manière que M. Tebboune a trouvé la parade à tous ceux qui sont en train de lui demander de tenir parole et de rapatrier les fonds volés, pillés par les barons du régime dont il nous avait promis de les restituer au peuple algérien. Il vient de trouver la parade. Il nous dit quand les affaires seront jugées, et vous savez que ce genre d'affaires pour être jugées c'est tellement complexe qu'il va falloir non pas des décennies, mais il va falloir des siècles. Donc Tebboune, ça y est, il a trouvé la solution. Sinon, merci à Maziane Mariane, Badr Eddine Gerfa, Moussab Hamoudi, Hakim Belhsel, Yamina Mghraoui, Ramadan Youssef, Ramadan Youssef Ta'zibt, Omar Saoudi d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers amis, de l'avoir suivi. Sahaf Torkum, Barakallahu Fikum. Merci de nous avoir prêté votre aimable intention, comme le disent les gars de l'ONTV. Qawala khair, b'salama.